Salam alaikum, bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier le cours du tissu cartilagineux dans le cadre de l'histologie générale. C'est un cours très important et qui m'étend beaucoup. Et vous allez apprendre dans ce cours qu'il n'y a pas des événements fortuits dans notre corps, tout a un rôle. Donc on y va. Donc voici le plan du cours. Je l'ai divisé en 9 parties. Mais ne vous inquiétez pas, les parties les plus importantes sont la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc, en premier lieu, nous ferons des généralités sur le tissu cartilagineux. Ensuite, nous étudierons les méthodes d'étude. Puis, et ce qui est très important, nous allons consacrer une belle partie pour étudier les classifications ou la classification du tissu cartilagineux. Donc, on étudiera les cellules dans les chondrocytes et les chondroclastes, puis les fibres cartilagineuses dans les fibres élastiques et les fibres de collagène, puis la substance fondamentale. Ensuite, nous ferons, Inch'Allah, les variétés du tissu cartilagineux. Nous avons ce qu'on appelle le cartilage hyalin, qui est divisé en cartilage hyalin mature et en cartilage hyalin immature. Vous avez ici ce qu'on appelle la variété du fibrocartilage et le cartilage élastique. Puis nous allons étudier le périchondre, comment il se nourrit, le cartilage, comment il se développe et sa croissance. Et on terminera par la dégénérescence du cartilage, c'est-à-dire la détérioration du tissu cartilagineux. On y va. Donc on commence avec des généralités. Nous avons vu ce schéma, si vous vous en rappelez, dans le cours du tissu conjonctif proprement dit. Nous avons dit que le tissu conjonctif comprend trois grandes variétés. Le tissu conjonctif proprement dit, on l'a déjà étudié, le tissu cartilagineux et le tissu osseux. On a déjà fait cette partie droite et aujourd'hui, on va continuer avec la partie gauche concernant le tissu squelettique qui est divisé en deux parties, le tissu cartilagineux et le tissu osseux. Donc, dans ce cours, nous ferons que la partie du tissu cartilagineux, qui est encadré par le cadre rouge. Et si vous me posez la question pourquoi j'ai mis ces deux colonnes dans un seul cadre, je vous répondrai tout simplement parce que le tissu osseux et le tissu cartilagineux se développent de façon coordonnée et conjointe jusqu'à la puberté. Tout simplement. Le tissu cartilagineux, c'est un tissu qui dérive des cellules mésenchymateuses. Il est d'origine mésoblastique. Le mésoblaste, ou ce qu'on appelle le mésoderme, c'est une lame cellulaire de l'embryon formée à la fin du stade de la gastrulation. Les cellules mésenchymateuses sont les cellules du mésenchyme qui est un tissu conjonctif, c'est-à-dire un tissu conjonctif embryonnaire, qui donnera par la suite le tissu conjonctif adulte, les cartilages, les os et les muscles. Le tissu conjonctif aussi est un tissu de soutien qui s'adapte morphologiquement et fonctionnellement selon la constitution de pièces de soutènement, c'est-à-dire les constitutions qui soutiennent le corps, comme par exemple les os, etc., etc. Il sert de support pour le corps et il facilite les mouvements. Il joue un rôle très important dans ce qu'on appelle l'ossification, c'est-à-dire la formation des os. Et il est situé entre les pièces osseuses, entre deux pièces osseuses. Il est constitué de cellules, de fibres
et d'une substance fondamentale. Les cellules sont représentées essentiellement par les chondrocytes. Et comme vous le remarquez, c'est un tissu conjonctif pauvre en cellules. Les cellules ne représentent que 10% de la masse totale du cartilage. Pour les fibres, on a les fibres élastiques et les fibres de collagène. La substance fondamentale est riche en ce qu'on appelle le cartilagéine. Il est riche en cartilagéine. Le cartilagéine, c'est le principe immédiat qu'on trouve dans le cartilage, c'est-à-dire que c'est l'ingrédient et le constituant actif qui agit sans intermédiaire dans le tissu cartilagineux. Les fibres et les substances fondamentales, ou la substance fondamentale, donnent au cartilage ses propriétés physiques, en particulier donc les propriétés d'élasticité et de résistance. Donc, par conséquent, la matrice extracellulaire de ce tissu conjonctif, on parle ici du tissu cartilagineux, elle est solide et élastique. Le tissu cartilagineux est avasculaire. À la surface du cartilage, on va observer un tissu conjonctif, ce qu'on appelle périchondre. Donc vous avez ici le périchondre et ici le périchondre. Le tissu cartilagineux est avasculaire, donc vous ne voyez pas ici des vaisseaux sanguins. Vous avez ici le périchondre ici aussi. Vous avez ici donc là le vaisseau sanguin et vous avez ici le tissu cartilagineux. Donc le périchondre, c'est lui qui assure la nutrition et la croissance du cartilage. Vous avez ici des notions très importantes et qui vous aidera par la suite à bien comprendre les maladies et la physiopathologie des os et du cartilage. Donc suivez attentivement avec moi. Le tissu cartilagineux chez l'embryon et le fœtus constitue la majeure partie du squelette embryonnaire et fœtal. Il se développe de façon coordonnée et conjointe avec le tissu osseux jusqu'à la puberté. C'est pour cela qu'on retrouve des importantes analogies entre ces deux tissus. Et c'est pour cela qu'au cours de l'ossification, c'est-à-dire la formation du tissu osseux, la grande majorité du tissu cartilagineux est remplacée par du tissu osseux. Donc, vous comprenez maintenant ces deux phrases-là. Chez l'enfant et l'adolescent, le cartilage est toujours là. Il persiste dans ce qu'on appelle la métaphyse des osselets, où il constitue ce qu'on appelle le cartilage de conjugaison. La métaphyse, c'est-à-dire la partie d'un osselon située entre les extrémités qu'on appelle les épiphyses, et la partie moyenne qu'on appelle la diaphyse. Chez l'adulte, le cartilage est bien sûr plus rare parce qu'il est remplacé par le tissu osseux. Pour les méthodes d'étude, on ne va pas s'y attarder beaucoup parce que normalement vous avez étudié en détail les méthodes d'étude avec ma collaboratrice et ma consoeur Hahli Shirin. Donc je vous invite tout simplement à voir son cours intitulé méthode d'étude en histologie pour bien comprendre les méthodes d'étude. Donc l'étude histologique du cartilage nécessite une étape de fixation de la pièce à étudier, puis une étape de décalcification. La décalcification a pour but d'obtenir des coupes de bonne qualité pour l'observation au microscope. Les décalcifiants les plus utilisés sont
le DTA et les polyacides. Le DTA, c'est un agent de chélation, c'est-à-dire qu'il va faire lier un ligand et un atome métallique. Hein. Et juste ici, j'ouvre une petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi on utilise cet agent. Donc cet agent réagit et forme des complexes avec les ions métalliques. Donc sa principale propriété est de complexer les métaux lourds. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte les neutraliser en formant avec eux un complexe pour leur servir ensuite de transporteur et les évacuer. Il est donc logiquement utilisé en médecine pour lutter contre les intoxications aux métaux lourds, au plomb par exemple. Il est souvent employé en tant qu'isolant du calcium et du calcaire dans les savons ou gel douche. Et cela lui permet notamment de gérer ce qu'on appelle les eaux dures. Et je ferme la parenthèse. On utilise aussi les polyacides. Par la suite, nous effectuerons des étapes d'imprégnation et d'inclusion dans la paraffine. Et enfin, on utilisera des colorants histologiques qui sont adaptés à l'étude du cartilage. On prend comme exemple le colorant HEC, c'est l'hématoxyline iosine safran. Il colore le noyau en violet, le cytoplasme en rose-rouge et le collagène en jaune orangé. Et comme vous voyez ici, on a les noyaux des cellules chondrocytaires qui sont colorés en violet, le cytoplasme qui est en rose-rouge, mais vous ne voyez pas ici les fibres de collagène, tout simplement parce que dans cette photo, on n'a pas utilisé le colorant safran. On est arrivé à une partie très importante de ce cours. C'est la classification du tissu cartilagineux. Le tissu cartilagineux, comme tous les tissus conjonctifs, est formé de cellules, de fibres et de la substance fondamentale. Et on commence par les cellules. Donc, ce tissu est formé de cellules qu'on appelle les chondrocytes, que vous voyez ici, et qui forment le tissu cartilagineux. On observe à la surface du tissu cartilagineux des autres cellules qu'on appelle les chondroclastes. Ces chondroclastes naissent à partir du périchondre, que vous voyez ici, c'est le périchondre, qui est une gaine de tissu conjonctif qui entoure le cartilage. Son rôle, c'est-à-dire le périchondre, est surtout la résorption de la matrice cartilagineuse, que vous voyez ici en bleu, pour bien sûr le renouvellement et le développement du tissu cartilagineux. Et on va voir dans les planches suivantes ces cellules en détail. Le chondrocyte. Le chondrocyte, c'est une cellule qui est extrêmement adaptée pour sa fonction. Au microscope optique, le chondrocyte, c'est une cellule sphérique ou ovoïde. Le noyau est arrondi et volumineux et le cytoplasme est basophile. Et sachez que on dit qu'une partie de la cellule est basophile si cette partie a une affinité pour les colorants basiques, et on dit une cellule est basophile si la cellule a une affinité pour les colorants basiques, comme par exemple on dit les granulocytes basophiles. Le diamètre du chondrocyte varie entre 10 à 40 micromètres. Au microscope optique,
la membrane plasmique est irrégulière. Elle envoie de courts prolongements dans la matrice environnante. Le cytoplasme est riche, comme vous le voyez ici, est très riche en réticulum endoplasmique granulaire, en ribosomes libres, en formation golgienne et en vacuoles de glycogène et en gouttelettes lipidiques. Donc, vous avez ici les vacuoles lipidiques et les vacuoles de glycogène. Le noyau aussi présente ce qu'on appelle des nucléoles. Donc, il présente un à plusieurs nucléoles. Les nucléoles sont des petits corps sphériques qui se trouvent dans les noyaux cellulaires. Donc, vous avez remarqué que cette cellule, c'est une cellule très très active. Pour l'emplacement du chondrocyte, le chondrocyte occupe une logette, c'est-à-dire une cavité au sein de la matrice extracellulaire. Elle est entourée par une matrice cartilagineuse. Cette logette est appelée chondroplaste. Donc, le chondroplaste est la cavité dans laquelle se loge le chondrocyte. On appelle chondrome l'ensemble du chondrocyte et son micro-environnement péricellulaire. Donc, le chondrome représente l'unité structurale et fonctionnelle et métabolique du cartilage hyalin. Chez le fœtus et dans le cartilage fœtal, les chondrocytes sont généralement isolés et répartis d'une manière fortuite, c'est-à-dire sans règle apparente. Chez l'adulte, les chondrocytes s'organisent de manière différente de celle qu'on observe chez le fœtus. Ils forment des nids cellulaires descendants. Donc, ils forment des nids cellulaires descendants d'une seule cellule. Ces nids, on les appelle des groupes isogéniques, c'est-à-dire iso, c'est-à-dire la même, et génique, donc la naissance. Donc, une seule cellule va donner des chondrocytes qui eux-mêmes forment des nids cellulaires. On les a appelés des groupes isogéniques, tout simplement. Les chondrocytes assurent un rôle très important. Ils sont responsables de la synthèse des précurseurs protéiques des fibres et de la substance fondamentale cartilagineuse, c'est-à-dire des précurseurs qui vont être utilisés pour la fabrication des fibres et de la substance fondamentale. Ils synthétisent aussi des cytokines et des facteurs de croissance. Les chondrocytes peuvent se diviser pour donner d'autres chondrocytes. Ces chondrocytes, donc eux-mêmes, peuvent également se différencier donc, à partir des chondroblastes, qui sont des cellules immatures dérivées des cellules mésenchymateuses. Ces chondrocytes donc, sont capables de synthétiser et d'organiser une matrice extracellulaire cartilagineuse, comme je viens de le dire ici. La deuxième cellule qu'on va étudier, c'est le chondroclaste. Donc le chondroclaste, c'est une cellule qui est localisée à la surface de la matrice cartilagineuse, comme vous le voyez ici. C'est une cellule géante multinucléée, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs noyaux. Elle présente une membrane plasmique en bordure en brosse et un cytoplasme acidophile qui est riche en lysosomes. Les chondroclastes ont un rôle très important. Et vu que ces cellules donc, sont riches en lysosomes, elles possèdent l'équipement enzymatique nécessaire à la résorption du tissu cartilagineux.
donc, et notamment des métalloprotéases, ce qu'on appelle les MMP. On appelle ce phénomène de résorption la chondroclasie. Donc la chondroclasie, la chondro, c'est-à-dire pour le tissu cartilagineux, éclasie, c'est-à-dire brisé. Pour les fibres cartilagineuses sont des fibres formant un réseau fin dans la substance fondamentale. Elles sont représentées par des fibres élastiques et des fibres de collagène. Les fibres élastiques sont les mêmes qu'on a déjà étudiées dans le tissu conjonctif proprement dit. Les fibres de collagène sont des fibres de type 1, 2 ou 9. On va voir tout à l'heure les fibres collagène en détail dans la prochaine planche. Donc vous avez ici les chondrocytes et vous avez ici, donc on le voit mal, mais il y a des fibres de collagène de type 1 ou 2 ou 9. Les fibres de collagène ne sont pas visibles à l'état frais. L'état frais, c'est-à-dire sans fixateur ni sérum physiologique. Donc, le prélèvement ne doit pas être adressé dans cet état. C'est pour cela qu'il faut qu'on revienne à l'étude histologique. Alors, on peut les observer au microscope polarisant ou par des techniques spéciales comme la digestion de la substance fondamentale par la trypsine. Au microscope électronique, les fibres de collagène, donc les fibres du collagène, présentent une périodicité de 610 à 614 angstroms et une diamètre qui est variable entre 200 à 600 angstroms. Angstrom, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres. Les fibres de collagène dans le tissu cartilagineux sont organisées en paniers fibreux autour des chondrocytes. C'est quoi le panier fibreux? Le panier fibreux, tout simplement, c'est un espace péricellulaire, c'est-à-dire autour des chondrocytes, et qui est riche en fibres de collagène. L'ensemble, c'est-à-dire l'espace péricellulaire et le chondrocyte, s'appelle chondrone. Donc les chondrones sont des unités fonctionnelles de résistance mécanique et métabolique des chondrocytes. Donc cette organisation va protéger les chondrocytes et la matrice péricellulaire face aux forces subies par le cartilage et le cisaillement aussi subi par le cartilage et assure un rôle métabolique aussi. Les chondrones sont séparés par ce qu'on appelle des fibres interterritoriales. Alors, pour la substance fondamentale. La substance fondamentale du tissu cartilagineux est homogène, c'est-à-dire formée d'éléments répartis de façon uniforme. Elle est translucide, c'est-à-dire qu'elle laisse passer la lumière mais n'est pas transparente. Elle est aussi basophile en technique ordinaire, c'est-à-dire la technique ordinaire par exemple l'HES. Basophile, c'est-à-dire la substance fondamentale, a une affinité pour les colorants basiques. Elle est métachromatique au bleu de toluidine. L'effet métachromatique est la propriété de certains tissus, comme vous le voyez ici, de certains tissus comme les tissus conjonctifs ou musculaires ou nerveux, à modifier, c'est une propriété de certains tissus, à modifier leur couleur naturelle à l'aide d'un colorant. Par exemple, ici, le bleu de toluidine. Cette technique permet des études cytologiques en microscopie optique.
La substance fondamentale, elle a un pas qui est positif. Le pas, c'est une coloration utilisée en histologie pour mettre en évidence les polysaccharides, tout simplement. Pour les compositions chimiques, la substance fondamentale est riche en eau, en sels minéraux, comme le potassium, le sodium et le magnésium, et en protéoglycanes sulfatés. Et aussi, bien sûr, en les glycosaminoglycanes. Les plus importants sont la chondroïtine sulfatée, c'est ce qu'on appelle la cartilagénine, et aussi le kératine sulfaté et l'acide hyaluronique ou hyaluronique, l'acide hyaluronique qui est présent en faible quantité, beaucoup moins importante que celle qu'on trouve dans le tissu conjonctif. Pour les variétés de tissus cartilagineux, on distingue trois types: le cartilage hyalin, le fibrocartilage et le cartilage élastique. Pour le cartilage hyalin, on distingue deux types: le cartilage hyalin mature et le cartilage hyalin immature et le cartilage hyalin mature. Le cartilage hyalin mature à sa tour est divisé en trois types: le cartilage hyalin de conjugaison ou ce qu'on appelle de croissance, le cartilage hyalin articulaire et le cartilage hyalin non articulaire. Et on va les voir, inchallah, un par un dans les planches suivantes. On commence donc par la première variété qui est le cartilage hyalin. Le cartilage hyalin, c'est le tissu cartilagineux le plus répandu dans l'organisme. On l'appelle cartilage hyalin parce qu'il a, si on peut le dire, la transparence du verre à cause de son matériel blanc perlé qui est quelque peu translucide. Cette apparence est due en particulier à sa substance intercellulaire. Il constitue le modèle donc des pièces osseuses chez l'embryon et chez le fœtus. Le cartilage hyalin est constitué, comme tous les tissus, de cellules de formation fibrillaire et de substances fondamentales. La substance fondamentale elle-même est constituée d'eau, et de sels minéraux et de substances organiques telles que le collagène. Cette variété de tissus cartilagineux est mise en évidence par la coloration HES qui colore le noyau en violet, le cytoplasme en rose ou rouge et le collagène en jaune orangé. Vous avez ici les formations fibrillaires qui sont les glycoprotéines et les protéoglycanes, et vous avez les fibres de collagène qui sont constituées essentiellement par les fibres de collagène de type 2. On distingue deux types de cartilage hyalin: le cartilage hyalin immature et le cartilage hyalin mature. Le cartilage hyalin immature, on le retrouve chez le fœtus où il constitue sa squelette, c'est-à-dire les modèles des pièces osseuses. Le cartilage hyalin mature, donc quant à lui, on le retrouve au niveau des métaphyses des osselets, c'est le cas du cartilage de conjugaison. On le retrouve aussi au niveau des articulations, c'est le cas du cartilage articulaire, et on le retrouve aussi au niveau de la trachée, c'est le cas
du cartilage non articulaire. Le cartilage hyalin immature, il est observé au niveau des cartilages de croissance. Chez l'embryon et le fœtus, on l'observe essentiellement au niveau des modèles des pièces osseuses. La matrice extracellulaire de ce tissu est différente de la matrice du cartilage hyalin mature. En particulier, on observe la présence de collagène de type 4. Pour le cartilage hyalin mature, il est constitué de cellules et de fibres et de la substance fondamentale. Les cellules sont, comme d'habitude, les chondrocytes. Les fibres de collagène sont formées de molécules de tropocollagène de type 2. Les fibres élastiques n'existent pas. Et la substance fondamentale est riche en eau et en glycosaminoglycanes sulfatés. Et comme je vous ai dit, si vous vous rappelez, le cartilage hyalin mature est divisé en trois types. Le cartilage hyalin de conjugaison ou de croissance, le cartilage hyalin articulaire et le cartilage hyalin non articulaire. On va les voir dans les planches qui suivent. Donc juste une description du cartilage hyalin. Vous avez ici cette couche, donc on l'appelle le périchondre. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle la matrice interterritoriale. Vous avez ici la matrice territoriale. Ici, vous avez des lacunes qui ne contiennent pas des cellules chondrocytaires. Vous avez ici des lacunes qui contiennent des cellules chondrocytes ou des chondrocytes. Et vous avez ici ce qu'on appelle un groupe ésogénique. Le premier type du cartilage hyalin mature est le cartilage hyalin de conjugaison ou ce qu'on appelle de croissance. Il est localisé donc au niveau des métaphyses des os longs. On a dit que la métaphyse, c'est-à-dire c'est la partie d'un os long qui est située entre les extrémités qu'on appelle les épiphyses et la partie moyenne qu'on appelle la diaphyse. Donc c'est ça la métaphyse. Le cartilage hyalin de conjugaison intervient au cours de l'enfance et de l'adolescence. Donc il intervient dans la croissance des os longs, c'est-à-dire dans la taille du futur adolescent. Et jusqu'à l'âge adulte, il intervient dans la croissance en longueur des os. Cette croissance s'effectue grâce à la prolifération, c'est-à-dire la production des cartilages de conjugaison, suivie d'une ossification, c'est-à-dire la formation des tissus osseux. Le deuxième type du cartilage hyalin mature est le cartilage hyalin articulaire. Il est localisé au niveau des articulations mobiles, de façon que la face articulaire, donc la face articulaire de ce cartilage, forme l'interface entre les deux pièces osseuses. La face abarticulaire, c'est-à-dire la face opposée à l'articulation, est enchâssée dans l'os avec une calcification de la matrice extracellulaire cartilagineuse située à l'interface osseuse. Et enfin, latéralement, l'articulation est limitée par ce qu'on appelle le tissu synovial, c'est-à-dire le tissu qui sécrète la synovie. Le tissu synovial est une membrane cireuse qui tapisse les cavités des articulations mobiles. Dans cette membrane,
on trouve ce qu'on appelle la synovie. Vous avez ici la synovie. La synovie est un liquide d'aspect filant qui lubrifie les articulations mobiles. Tout simplement. Ok. Nous sommes toujours avec le cartilage hyaline articulaire. Son rôle est très important. Donc, les cartilages articulaires assurent la mobilité de l'articulation grâce à l'interface que forme le cartilage entre deux pièces osseuses. Il empêche aussi avec le liquide synovial le frottement des surfaces osseuses. Ces types de cartilages se nourrissent essentiellement à partir du liquide synovial parce qu'ils sont dépourvus de périchonde. Donc le périchonde, si vous vous rappelez, c'est lui qui assure normalement la nutrition et la croissance du cartilage. Et vous avez ici juste une remarque. Le cartilage articulaire donc, est constitué de deux couches cellulaires de chondrocytes. La première est donc superficielle. Les cellules sont aplaties et ayant une disposition en colonne parallèle à la surface articulaire. La deuxième est profonde. Les cellules sont arrondies et ont une disposition en colonne perpendiculaire à la surface articulaire. Le troisième type du cartilage hyaline mature est le cartilage hyaline non articulaire. Il est présent dans la cloison nasale séparant les deux fosses nasales, dans le cartilage thyroïde et aussi dans le cartilage cricoïde. Au niveau des voies aériennes supérieures, exactement au niveau des anneaux des grosses branches et de la trachée, et aussi au niveau des extrémités des côtes. Donc l'autre variété du tissu cartilagineux, c'est le fibrocartilage. Il se localise dans les endroits nécessitant à la fois une rigidité et une grande résistance, donc tels que les disques intervertébraux, la symphyse pubienne, le ménisque du genou et aussi l'insertion du talon d'Achille. Le fibrocartilage est particulièrement apte à résister de très fortes pressions, donc de très fortes pressions, tout en gardant une certaine souplesse. Le fibrocartilage possède une matrice extracellulaire qui renferme des P, donc des P faisceaux de fibres de collagène de type 1. Ces fibres forment des faisceaux orientés et détectables en microscopie optique après coloration au trichome de Masson. Ce colorant va colorer les fibres de collagène en bleu comme vous le voyez ici. La dernière variété de tissu cartilagineux, c'est le cartilage élastique. Le cartilage élastique s'observe au niveau du conduit auditif externe, au niveau de l'épiglotte, au niveau de la trempe d'Eustache et aussi au niveau de certains cartilages du larynx. Et si vous l'avez remarqué, le cartilage élastique s'observe au niveau des zones nécessitant une grande flexibilité. Le cartilage élastique a une densité cellulaire plus importante que les autres types de cartilage et avec présence de nombreuses fibres donc élastiques, comme vous le voyez ici. Ces fibres élastiques sont mises en évidence par un colorant qu'on appelle orséine. Elles sont disposées en réseau tridimensionnel et elles permettent la déformation et la restitution
de la forme initiale de ce cartilage. Vous avez ici donc le périchondre, les cellules chondrocytes et les fibres élastiques ici. On est arrivé au périchondre. Donc le périchondre est une gaine de tissu conjonctif qui entoure le cartilage. Donc vous avez ici le périchondre et ici le périchondre qui entoure le cartilage, mais sauf au niveau des surfaces articulaires bien sûr. Le périchondre est formé de deux couches. Une couche superficielle qui est la couche nourricière et la couche externe. Elle est fibreuse parce qu'elle présente donc de nombreuses fibres de collagène et aussi des fibroblastes. Elle est richement vascularisée et c'est pour cela qu'on a dit que c'est une couche nourricière. Cette couche est considérée comme un tissu conjonctif dense ou fibreux. La deuxième couche, c'est la couche profonde. Elle est chondrogène, c'est-à-dire qu'elle va engendrer un nouveau tissu cartilagineux. Elle est formée par des fibres donc de Sharpey qui sont donc des fibres collagène arciformes, c'est-à-dire en forme d'arc, servant de point d'ancrage pénétrant dans le tissu cartilagineux. On y observe aussi des cellules mésenchymateuses qui sont à l'origine des chondroblastes dans la différenciation dans des chondrocytes. Le cartilage est formé à partir donc des chondroblastes, des chondroblastes du périchondre. Ces chondroblastes ou ce cartilage est apposé, c'est-à-dire appliqué sur la surface du cartilage préexistant donc, et qui en augmente l'épaisseur. C'est ce qu'on appelle la croissance appositionnelle. Cette couche est considérée comme un tissu conjonctif lâche. Le périchondre aussi assure donc la nutrition, donc il intervient dans la nutrition parce que c'est un tissu vascularisé. Il intervient aussi dans la croissance parce que les chondroblastes du périchondre vont former des nouveaux tissus cartilagineux. Et il intervient aussi dans la dégénérescence du cartilage. La nutrition du cartilage. Donc le tissu cartilagineux lui-même est avasculaire. C'est pour cela que la nutrition du cartilage se fait soit à partir des capillaires sanguins de la couche externe du périchondre, soit grâce au liquide synovial pour les cartilages articulaires. Mais comment ce phénomène de nutrition pourrait se produire alors que ce tissu cartilagineux ne comporte pas de capillaires qui compensent à son oxygénation et à sa nutrition? Mais tout est réglé dans notre corps. La matrice du cartilage, c'est la solution. Donc c'est la solution pour ce problème de nutrition. Elle est tout simplement remplie d'une quantité remarquable de liquide et qui permet la diffusion des gaz, des substances nutritives et le rejet des déchets. La circulation donc se fait grâce au mécanisme de diffusion de la matrice dans deux sens. Des capillaires vers les chondrocytes et des chondrocytes vers les capillaires. Vous avez ici un autre point très important, c'est que lorsque la matrice devient calcifiée, le mécanisme de diffusion de la matrice est bloqué
Donc la calcification de la matrice entraîne la mort des chondrocytes. Le développement du cartilage se fait par ce qu'on appelle la chondrogenèse, c'est-à-dire la formation du cartilage. Donc, elle se fait à partir des cellules mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses se transforment en chondroblastes. Les chondroblastes vont synthétiser et libérer les constituants de la matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire va devenir de plus en plus abondante et en dernier lieu, les chondroblastes vont finir par s'imurer, c'est-à-dire s'enfermer et s'isoler des autres cellules. Pourquoi? Tout simplement pour devenir des chondrocytes. Les chondrocytes eux-mêmes, après avoir accompli leur fonction, finissent par mourir par apoptose, donc pour laisser la place au tissu osseux ou pour faire une autre fonction. La croissance du cartilage. Donc la croissance du cartilage se fait par double modalité, la croissance appositionnelle et la croissance dite interstitielle. La croissance appositionnelle, c'est la croissance en épaisseur. Elle s'effectue par apposition, c'est-à-dire que les couches vont se disposer l'une sur l'autre, donc par apposition de couches successives de substances cartilagineuses à la surface de la pièce cartilagineuse. Elle s'effectue à partir de la couche interne du chondrogène, donc la couche cellulaire, du périchondre. Cette croissance assure l'augmentation de l'épaisseur du cartilage. L'autre modalité, c'est la croissance dite interstitielle. Elle dépend du pouvoir mitogène des cellules du cartilage jeune et de l'orientation du plan de mitose. Elle s'effectue grâce à une croissance en longueur, mais aussi grâce à une croissance en épaisseur. Pour les groupes axiaux ou sériés, c'est-à-dire classés ou disposés par série, le plan reste le même. Donc le plan reste le même d'une mitose à l'autre. Ils assurent la croissance en longueur. La croissance interstitielle par les groupes isogéniques axiaux est observée chez le fœtus, mais également au cours de la croissance osseuse postnatale des osselons. Et en effet, jusqu'à la puberté, la métaphyse des osselons renferme un cartilage de croissance nommé cartilage de conjugaison qui renferme ce cartilage de conjugaison que renferme la métaphyse participe aussi à la croissance en longueur osseuse. Pour les groupes isogéniques coronaires, c'est-à-dire qui sont disposés en couronne, le plan varie d'une mitose à l'autre. Ces groupes isogéniques coronaires assurent ce qu'on appelle la croissance en épaisseur. On est arrivé à la dernière partie de notre cours, c'est la dégénérescence du cartilage. La dégénérescence du cartilage, elle est due soit à des atteintes cellulaires, comme par exemple les calcifications cellulaires et les cellulaires, ou elle est due à l'atteinte de la matrice extracellulaire. Donc par exemple, l'élise de la substance fondamentale et l'épaississement des fibres de collagène à l'origine de troubles divers, comme dans le cas de l'arthrose qui est la dégénérescence du cartilage articulaire. Donc, on est arrivé à la fin de notre cours. Je vous remercie pour votre attention. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Nous y répondrons, Inch'Allah, le plus tôt possible. Vous pouvez télécharger le support et vous trouverez le lien dans la description. Donc, merci
et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!